Bien, bonjour à tous. Je suis, Camille Audet, responsable marketing digital chez CCM Benchmark Institut. Alors nous sommes très heureux chez CCM, Benchmark de vous accueillir, nombreux, faut le dire, à ce webinaire sur, l'IA générative, sujet brûlant qui impacte nos métiers et nos business au quotidien. Alors pour nous aider, à dresser un état des lieux des dernières nouveautés, nous avons invité Hervé Druez, co-directeur scientifique du certificat marketing digital et professeur affilié à l'ESCP Business School, qui travaille, lui, sur les sujets de l'IA générative depuis le lancement de ChatGPT. Alors, quelques informations avant de passer la main. Nous répondrons à toutes vos questions à la fin de la présentation, donc n'hésitez pas à alimenter le chat au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Et le replay de ce webinaire vous sera envoyé à l'issue de l'événement par mail. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole à Hervé et je vous souhaite un bon webinaire. Très bien. Bonjour à tous. Bonjour aux anciens participants du certificat marketing digital, aux quelques participants de la promotion 28 en cours que j'ai vu passer rapidement. Nous avons 45 minutes pour adresser un sujet très large. Où en sommes-nous sur les IA génératives? Alors c'est un peu une gageure en fait sur un temps aussi court de résumer 18 mois de folie. J'ai pris en fait finalement deux dates. La date de novembre 2022, date à laquelle OpenAI a lancé ChatGPT 3.5, événement qui a marqué, je crois, l'intégralité de la planète et qui a donné lieu à une effusion médiatique en janvier 2023. Depuis, c'est vraiment la fuite en avant. Quand je dis 18 mois de folie, c'est ce que j'essaie de résumer en fait dans cette intervention. Et ça s'est conclu, je ne le savais pas avant de prévoir cette intervention, par les annonces majeures qui ont été faites par OpenAI et Google lundi et mardi dernier. Alors pour résumer en fait finalement ce sujet, heu, j'ai pris une structure relativement simple, c'est la structure de définition d'un marché. Un marché, c'est la rencontre entre une offre et une demande dans un contexte de réglementation. Donc après la révolution, je dirais, manquée du web 3.0, la révolution, à laquelle nous assistons, en fait, et vous allez voir, est une révolution, que j'ai qualifiée de demi-teinte, puisque ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a, plusieurs vitesses, en fait, finalement, dans ce phénomène. Vous allez voir l'évolution, excessivement, rapide de l'offre, une demande du côté des entreprises, qui, est, un peu plus, complexe et du côté de la réglementation, bien évidemment, quelque chose de plus lent. Alors si on se place du côté de l'offre, eh bien, c'est, le feu d'artifice, c'est une disruption technologique et une guerre sans merci à laquelle on assiste, qui sont marquées, en fait, par, un certain nombre d'éléments. Donc le premier élément, spectaculaire, c'est la course effrénée des LLM, ce qu'on appelle les Large Language Models, les modèles de langage de grande dimension, dont font partie les ChatGPT, Gemini, Mistral, Claude et autres. Et l'année en fait finalement, 2023 et ce premier semestre 2024 ont été, marqués par des successions d'annonces, un rythme effréné. Je les ai mis là sur cette ligne chronologique, mais je pense que vous en avez tous souvenance. Mars 2023, ChatGPT 4, septembre 2023, ChatGPT 4 Turbo avec les assistants virtuels, les GPTs, Gemini qui arrive en décembre 2023, Mistral qui crée la surprise, société française, créée en mai 2023 de 34 personnes qui vient concurrencer, talonner en fait ChatGPT dans les performances et qui passe devant Gemini. Claude 3 qui s'annonce en mars 2024. Vous voyez, pour donner lister en fait finalement ces annonces, j'ai presque eu le sentiment d'être un commentateur sportif qui que je suis désolé pour ce
ce problème technique. Ce que je disais, en fait, avec un rythme de commentateur sportif, c'est que nous avons eu une pluie d'annonces, en fait, finalement, entre novembre 2022 et la semaine dernière, 13 et 14 mai 2024. Je prenais un rythme de commentateur sportif pour vous en parler, parce que c'est bien, effectivement, ce à quoi on assiste, une espèce de course, en fait, vous voyez, en peloton serré entre les LLM, qui posent beaucoup de questions. Enfin, je vais les aborder, en fait, tout à l'heure, mais notamment la question, en fait, finalement, des performances. Si on prend les performances des LLM par rapport à des tests, par exemple, traditionnels du marché, tels que le test du MMLU, par exemple, qui est un test qui est fait sur 57 domaines de compétences, ce qu'on voit, vous le voyez ici, c'est le premier test en fait que j'ai mis sur cette slide. Les performances sont assez serrées. On y reviendra en fait finalement tout à l'heure et je répondrai peut-être à des questions sur ce point-là. Cette évolution en fait finalement du monde des IA génératives, si elle s'opère du côté des LLM, elle s'opère aussi du côté des IA images, toujours plus performantes. J'ai mis quelques acteurs et simplement quelques acteurs représentatifs. Je pense que vous les connaissez, les Midjourney, Adobe Firefly. Allez le voir, il est gratuit, c'est quand même intéressant. Stable Diffusion, Idéogramme, Dali. Là, on voit des progressions très fortes, des images toujours plus sophistiquées, la possibilité d'intégrer du texte, la possibilité de travailler sur des déclinaisons à partir d'un original. On a un monde de l'IA image qui progresse de façon très spectaculaire. Bien évidemment, on ne peut passer sous silence les progrès extraordinaires qui sont faits sur les IA génératives vidéo. Là encore, j'ai mis quelques acteurs qui sont représentatifs. Runway, par exemple, un acteur qui permet de faire des animations d'images. Allez voir, si vous ne le connaissez pas, mais il est de plus en plus connu, un acteur comme Edgen, qui est très très bluffant en traduction vidéo, qui permet de faire des avatars vidéo en 30 secondes. Ou des outils un peu plus spécialisés comme Caption AI, par exemple, qui est un studio créatif vidéo, qui, par exemple, dans les fonctionnalités, permet de redresser le regard des personnes qui vont être enregistrées lors d'enregistrements vidéo et qui, vous voyez, qui parfois, lisant leur prompteur, ne regardent pas en fait la caméra en face-face. Et on a effectivement, on fait des solutions IA qui sont là pour redresser. Mais c'est sans parler, là encore, on voit bien en fait finalement je dirais le rythme effréné en fait des annonces est toujours plus spectaculaire. C'est l'arrivée en fait de ce qu'on appelle les IA génératives vidéo qui vont nous permettre en fait de générer des vidéos en un prompt. Donc là encore, on voit la rapidité en fait finalement des annonces et la concurrence que se jouent les acteurs. Ça a été OpenAI en février 2024 avec Sora. C'est l'entrée d'un acteur chinois qui est né de la fusion en fait, des grands acteurs du marché chinois du digital, avec Vidoo. Donc, c'est publié par édité par une société qui s'appelle Shengshu. Et l'annonce, en fait, mardi dernier, par Google, d'une solution équivalente qui s'appelle Veo. Donc, vous voyez, on est face à une évolution qui nous laisse un peu bouche bée, tellement elle est dense, perturbante, fascinante, effrayante. Et bien évidemment, je ne peux pas ne pas consacrer en fait finalement un peu de temps dans cette intervention aux annonces qui ont été faites le lundi 13 mai par OpenAI et Google le 14 mai. Donc, ce sont des annonces majeures qui ont été faites. Vous savez que tout le monde s'est amusé du fait que OpenAI ait fait ses annonces la veille du Google Development Day, donc un peu pour couper l'herbe sous le pied en fait aux effets d'annonce de Google. Et effectivement, OpenAI ne nous a pas déçus en annonçant ChatGPT 4o. Donc ChatGPT 4o, c'est une révolution absolument colossale parce que ChatGPT 4o est une version qui va être une version gratuite, qui vient globalement rendre totalement obsolète la version GPT 3.5 qu'il était déjà. Et cette version 4o, elle est très bluffante sur pas mal de points. Premièrement, pour ceux qui l'ont utilisée, vous savez qu'elle est disponible aujourd'hui pour les utilisateurs de ChatGPT en version 4, en version payante. Vous verrez qu'elle est 2 fois plus rapide. Elle vous permet en gratuit d'avoir d'accès à 5 fois plus de requêtes.
Elle est beaucoup plus puissante. Elle vous permet une navigation sur le web. En termes d'analyse de données, elle est très performante. La qualité du code est bien meilleure que celle qui a été offerte par ChatGPT-4. Elle vous permet d'avoir accès au GPT Store, vous savez, cette bibliothèque en fait, d'applications de GPT spécialisées de type App Store qui a été lancée par OpenAI il y a quelques mois cela, et qui rend possible, ça c'est quand même un élément assez important, qui rend possible ce qu'on appelle les assistants personnels, donc la possibilité d'avoir en fait vraiment de paramétrer des assistants susceptibles de faire des tâches spécifiques à votre demande. Ça, c'est, je dirais, le premier volet en fait, des dimensions spectaculaires en fait, de ChatGPT 4o. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait, finalement, la révolution d'interface qui est liée en fait, finalement, à cette version. C'est une version déjà qui est multimodale. Elle résonne sur le texte, l'audio et la vision. Et du coup, elle permet de générer euh, des applications assez intéressantes comme un assistant vocal. C'est la vidéo que je vais vous montrer en fait tout de suite. Vous allez voir qu'elle est assez bluffante puisqu'elle gère les interruptions avec un temps de latence de quelques millisecondes. Elle vous donne des réponses en temps réel. Elle est capable de détecter lorsqu'on s'en sert en assistant vocal et que vous utilisez la caméra de votre téléphone. Elle détecte les émotions de votre visage. C'est tout à fait bluffant. Elle a un mode vidéo en temps réel, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre téléphone pour, par exemple, moi j'habite à Amiens, tout à l'heure j'ai passé devant la cathédrale, eh bien je peux utiliser mon portable pour regarder en fait finalement la façade de la cathédrale et poser des questions en temps réel à ChatGPT 4o. Là encore, je peux vous assurer que c'est très renversant comme application. Et bien évidemment, les applications de traduction en temps réel. Donc, autant de choses qui sont bluffantes, mais je voulais peut-être l'illustrer en lançant cette vidéo. J'ai demandé en fait l'aide de Camille. Elle dure 30 secondes, qui est une vidéo qui présente euh, très rapidement. C'est l'annonce qui a été faite par OpenAI. Elle est faite par Mira Miratou, qui est le CTO d'OpenAI. Regardez, vous allez voir, c'est un extrait, mais c'est très bluffant. Today, we are releasing our newest flagship model. This is GPT-4o. GPT-4o reasons across voice, text, and vision. So my friend Barrett here, he's been having trouble sleeping lately. And I want you to tell him a bedtime story about robots and love. Once upon a time, there was a robot named Byte. Can you do this in a robotic voice now? Initiating dramatic robotic voice. Once upon a time. Can you end the story, but do it in a singing voice? And they lived circuitly ever after. So I'm going to show you a selfie of what I look like, and then I'd like you to try to see what emotions I'm feeling based on how I'm looking. It looks like you're feeling pretty happy and cheerful. The reason I'm in a really good mood is because we were doing a presentation showcasing how useful and amazing you are. Oh, stop it. You're making me blush. Là. Quand je disais assez bluffant, j'y reviendrai tout de suite, mais qu'en termes de révolution, en fait, finalement, d'interface homme-machine, ChatGPT 4o nous fait passer, en fait, dans une nouvelle dimension. Alors, bien évidemment, les annonces d'OpenAI ont été des annonces tout à fait majeures, et elles étaient face aux annonces qui ont été faites par Google, en fait, le mardi 14 mai au soir, et qui montrent d'ailleurs une stratégie relativement différente, et puis bien évidemment le fait que Google, bien évidemment, reste un compétiteur majeur en fait dans cette course aux IA. Alors qu'est-ce qu'a annoncé Google? Il y a plus d'une centaine d'annonces qui ont été faites. J'ai essayé de résumer en fait dans ce tableau les quelques annonces clés qui ont été faites sur cet événement. Déjà, sachez que vous allez avoir très prochainement IA intégrée dans Gmail qui vous permettra de faire des synthèses de mails. Donc, lorsque vous voudrez, sur un sujet donné,
avoir une synthèse, ça sera directement intégré en fait dans Gmail. Globalement, ce que vous allez voir, c'est l'intégration de l'IA dans tous les services de Google. Là, je peux vous assurer que c'est aussi relativement bluffant. Donc, c'est les services bureautiques de type Google Sheet, Google Doc. Mais par exemple, dans Google Meet, vous aurez un outil de synthèse de réunion qui sera intégré. L'IA sera intégrée dans Google Photos. Là encore, ça va changer pas mal de choses. Je ne sais pas si vous utilisez le moteur de recherche dans sur Google Photos, si vous utilisez Google Photos, mais vous pourrez faire des requêtes très complexes en disant donne-moi les photos où je suis présent avec mes enfants sur lesquels il y a un signe sur la période entre juillet 2023 et mai 2024. On pourra faire des requêtes qui seront très sophistiquées. On va être dans l'IA dans les appels avec Gemini Nano. On va être dans l'IA intégrée dans Android. Donc, quand vous serez sur Android, Android en permanence, finalement, aura une connaissance de l'écran sur lequel vous êtes et vous pourrez appeler l'IA de façon directe. Et quand je vois la question de Pierre-Jean sur est-ce que elle sera intégrée dans Google Maps, elle sera intégrée dans Google Maps parce que ça fera partie des applications sur lesquelles viendront se greffer l'IA sur Android. Une des annonces majeures, mais très majeure, je pense, de ce 14 mai, ça a été les annonces de Google IA Overviews. Vous savez que Google a annoncé ce qu'il appelle Search Generative Experience. Et c'est une annonce majeure. C'est la première fois que Google, vous voyez, qui a été créé en 98, touche de façon majeure, en fait, finalement, à sa page de réponse Google, ce qu'on appelle des SERP, avec l'intégration de l'IA qui fera un résumé des premières positions sur la page. Donc, qui sera qui sera en fait intégré de façon définitive, ce ne sera pas une option, c'est que lorsque vous ferez une recherche sur Google, sur un certain nombre de recherches, pas toutes, vous aurez des réponses, des synthèses qui seront faites directement par l'IA Google, c'est-à-dire bien évidemment Gemini. Vous allez avoir l'arrivée de Google One AI Premium avec un nouvel abonnement en France. Et Google répond au projet ChatGPT 4o avec un projet relativement similaire qui s'appelle le projet Astra, qui permet d'utiliser en fait l'IA avec la caméra de son téléphone. C'est tout à fait bluffant. Regardez les présentations qui ont été faites sur le web, tout à fait bluffant également. Et dernier point, j'en ai parlé à l'instant, Google a annoncé la solution d'IA générative vidéo Google. Donc, vous voyez que ces annonces sont tout à fait majeures et sont en train de changer pas mal de choses. La question bien évidemment, qu'on se pose, c'est de se dire, face à cette déferlante en fait d'annonces, que doit-on en penser? Je pense que le premier point que je souhaiterais souligner, c'est on ne peut pas décorréler aujourd'hui la progression technologique de la guerre marketing que se mènent les grands acteurs. Et on est en permanence face à des effets d'annonce qui brouillent parfois la compréhension du phénomène. Un sujet, par exemple, sur lequel il est légitime de s'interroger, c'est les performances des LLM posent encore des problèmes très sérieux en termes d'erreurs et d'hallucinations. Est-ce que les technologies actuelles permettront d'y répondre? Est-ce que nous ne sommes pas face à un plafond de verre? Oui, la position, par exemple, de Yann Lequin sur le sujet, lui, est relativement claire. Il pense que le futur des LLM n'est pas, en fait, finalement, dans les algorithmes qui existent aujourd'hui. On voit bien qu'à la sortie de ChatGPT 4o, il y a des déclarations qui nous sont faites en disant oui, finalement, ChatGPT 4 n'était pas si intelligent que ça. Ce n'était pas ce qu'on nous avait vendu à l'époque. Donc, il y a cette première complexité, en fait, finalement, dans l'analyse du phénomène qui est liée, en fait, finalement, aux effets d'annonce marketing.
Toutefois, je pense qu'on doit en garder en fait plusieurs éléments. Un premier élément, c'est, on assiste à une bascule qui est une bascule d'interface homme-machine. Oui, on progresse de façon forte vers des interfaces en langage naturel parlé et écrite. Ce qui veut dire qu'on est en train de rentrer dans une phase où on utilisera de moins en moins, en fait, nos claviers pour, communiquer avec les machines. C'est une nouvelle étape, très, radicale, en fait, vous voyez, de l'évolution des technologies, à laquelle on assiste. Il y a une deuxième chose, en fait, qui est intéressante à observer, c'est l'amélioration des données de contexte. En utilisant l'audio et la vidéo, vous voyez bien qu'on enrichit en fait finalement les réponses qu'on va avoir des LLM par des données qui sont des données voix et des vidéos en temps réel. Donc qui permettent de prendre en compte en fait des éléments de contexte nouveaux. Vous l'avez vu tout à l'heure, par exemple, avec les réactions que peut avoir l'IA par rapport aux émotions qui sont exprimées sur votre visage. Ou je pourrais peut-être donner un exemple plus concret. Je voyais une vidéo dernièrement d'un aveugle qui se déplaçait dans la rue avec la solution ChatGPT 4o, qui commentait en temps réel ce qui était devant lui. C'était tout à fait spectaculaire. Gardons toutefois à l'esprit, dans l'état d'évolution en fait, finalement de ces technologies et notamment des LLM, le taux quand même relativement encore important de biais, d'erreurs et d'hallucinations. Si on prend les tests MMLU, vous voyez qu'aujourd'hui, les scores qui nous sont donnés, qui globalement mettent les LLM aux alentours de 85, 86, 87% pour les meilleurs au test MMLU, donnent toujours un taux d'erreur qui est de l'ordre de 15 à 20%. Ça, c'est quelque chose, je pense, que nous rencontrons tous lorsqu'on utilise les LLM. C'est une problématique très, très forte. On a toujours une problématique liée à la faiblesse notoire des outils, notamment en recherche d'informations. Je faisais pas plus tard qu'hier une recherche sur les chiffres d'affaires du groupe du Monde comparé au groupe Le Figaro sur ChatGPT 4o et Gemini. J'avais des très, très beaux tableaux qui m'étaient donnés, mais les informations étaient fausses. Et puis, on a toujours des problèmes de source, en fait, finalement, qui sont posés. Donc, gardons à l'esprit, en fait, finalement, dans cette évolution effrénée de ces IA génératives, qu'aujourd'hui, on est encore sur des algorithmes, et pour les LLM, qui sont des algorithmes probabilistes, qui sont encore loin de l'intelligence humaine en termes de capacité de raisonnement logique. Et c'est intéressant, en fait, de remettre en avant le test Gaia, qui a été développé par le laboratoire Métafère de Meta, sous la tutelle de Yann Lequin, et qui, sous des tests, vous voyez, un peu sophistiqués, de type s'il me faut 2 heures pour sécher 2 serviettes mouillées, combien m'en faut-il pour en sécher 8 ? Vous voyez, sur ce type de test, sur lequel d'ailleurs les LLM progressent, mais oui, sur ce type de questions un peu tordues, les êtres humains répondent juste à 92% et ChatGPT à 15%. Autre point à garder, en fait, finalement, à l'esprit, c'est est-ce que la montée en puissance des IA génératives, et notamment des LLM, amène à la fin des moteurs de recherche. Le Gartner Group, par exemple, prédit une chute du trafic sur les moteurs de recherche de l'ordre de 25% sur 2026. Il est clair, et on voit bien, c'est la raison pour laquelle, en fait, finalement, aujourd'hui, Google avance de façon très forte, enfin répond de façon très forte à OpenAI. On voit bien que ça modifie très fortement notre comportement de recherche d'informations, mais gardons à l'esprit que ça va être grandement, j'allais dire, atténué par la faiblesse aujourd'hui sur l'information, la nécessité qu'ont les LLM de conserver en fait finalement la possibilité d'aller crawler le web pour rechercher de l'information de qualité. Regardez les accords qui sont signés aujourd'hui par OpenAI avec des grands médias. Ils ont signé en France avec Le Monde, ils ont signé sur d'autres pays en fait en Europe des accords majeurs. Regardez, OpenAI a annoncé un moteur de recherche, on verra s'il sortira, mais on voit bien qu'il y a une nécessité pour eux
de continuer à crawler le web pour alimenter en fait leur LLM. Il y a la question des sources qui est posée. Et puis, bien évidemment, il y a une énorme question qui a été posée dans le chat, je l'ai vu passer, c'est quel va être le business model de ces outils à terme, qui est une question en fait tout à fait majeure. Quand on se bascule en fait finalement du côté de la demande, après avoir regardé en fait finalement cette offre qui évolue en fait finalement à une vitesse grand V, eh bien, on revient sur cette notion je dirais d'évolution à double vitesse. Du côté des entreprises, il y a une claire complexité de la concrétisation de la promesse qui est faite par l'industrie. On se retrouve dans une situation où, très clairement, les IA génératives sont partout. Les IA génératives généralistes, donc ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral et autres, les spécialisés, plus de 6000 outils, les IA intégrés dans les outils, dans Canva, dans Adobe, dans énormément d'outils, les IA qui sont intégrés dans les sites par API, ce qu'on appelle les RAG, donc c'est des techniques qui permettent de faire travailler les LLM sur des bases de données externes spécifiques, c'est-à-dire sur des bases de données propriétaires. Donc là, on voit beaucoup d'initiatives en entreprise sur ce sujet. Je peux donner l'exemple, ici, je parle de Génial, de Lefebvre d'Alloz. Il y a beaucoup d'initiatives de RAG actuellement. Mais on est face à une explosion, en fait, finalement, des IA génératives, avec une explosion, en fait, des outils qui sont mis à notre disposition. Donc ça pose une vraie problématique. Je vous ai mis ici 3 portails, Futurpedia, iToolHunt et GenAI, qui sont 3 portails sur lesquels vous pouvez trouver, en fait, finalement, les outils d'IA qui existent, en fait, à date. Vous allez voir, c'est un feu d'artifice. Il y en a absolument pour tout le monde, pour ceux qui veulent faire des podcasts, de la vidéo, du 3D, trouver des IA spécialisées sur LinkedIn, bref, chaque métier, chaque expert peut s'appuyer sur des IA en fait spécifiques. Une des problématiques qui est très forte du côté des entreprises, c'est face à ce Big Bang, le premier constat, c'est la jeunesse des outils qui sont en constante évolution, avec de nouveaux acteurs qui apparaissent tous les jours et qui nous mettent dans une position très complexe pour déterminer ce qu'on appelle les best of breed, c'est-à-dire quels sont les meilleurs outils en fait sur chacune des catégories qui freinent pas mal. Vous voyez, lorsque vous êtes dans une entreprise où vous devez développer une solution sur plusieurs milliers de collaborateurs, bien évidemment, la question est de savoir sur quelle solution s'appuyer. Bien évidemment, ce qu'on voit, c'est les entreprises avancent très fortement sur les IA génératives avec 2 soucis. Un premier souci, c'est l'augmentation de la productivité. Donc, j'ai mis ici l'exemple de l'impact de l'IA, par exemple, sur la chaîne de valeur dans la mode. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'aujourd'hui, on voit apparaître des outils d'IA génératifs qui sont spécialisés sur le secteur de la mode, comme Visual, DressX, La La Land, qui sont en train de modifier complètement la chaîne de valeur amont du monde de la mode et la chaîne de valeur aval, c'est-à-dire aussi bien pour la création des modèles, pour la présentation des modèles, pour la personnalisation, par exemple, des essais sur les sites. Et là encore, je suis surpris de l'impact direct que ça a. Je voyais dernièrement quelqu'un qui dirige une agence de mannequinat qui me disait à quel point ils étaient secoués par la montée en puissance de l'IA générative dans le secteur de la mode. Mais il y a bien la recherche de productivité d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a l'IA générative au service de nouvelles offres. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'édition juridique, et là encore, c'est très intéressant de voir ce qui peut se passer. Vous voyez que les 3 acteurs majeurs en fait, du marché de l'information juridique, LexisNexis, Lamy Liaison et Lefebvre d'Alloz, ont tous développé de nouveaux services basés sur des RAG, donc effectivement des IA génératives qui travaillent sur des bases de données propriétaires et qui créent des perspectives en fait, de revenus importantes sur ces services nouveaux. Donc on a bien ces deux aspects, l'IA au service du gain de productivité et l'IA au service
de la génération de nouvelles offres et services. Et on ne peut que peut-être être surpris par une étude qui a été publiée par le lab de BPI France, étude qui a été faite, bon, qui peut-être tempère un peu les données de l'étude, qui a été faite en fait en fin d'année 2023, mais selon laquelle 72% des dirigeants de TPE-PME à date n'utilisent pas ces outils. Et vous voyez bien en fait finalement la différence en fait finalement je dirais de vitesse qu'il y a entre cette offre qui évolue de façon très forte et les entreprises qui aujourd'hui, et moi je le constate quand même très régulièrement dans mes interventions, qui aujourd'hui en fait adoptent encore relativement lentement ces technologies. Alors pourquoi? Il y a bien évidemment des usages qui sont des usages de ces technologies qui sont évidents, notamment sur les LLM, heu, l'utilisation dans la rédaction, dans l'idéation, dans la problématique de synthèse, de traduction, de code. Et on voit bien évidemment les fonctions support, notamment les services marketing et communication, qui adoptent ces outils pour ces fonctions. Mais force est de constater qu'il existe en fait de nombreux freins hem, qui pénalisent en fait finalement la montée en puissance des IA génératives dans les entreprises. Ces freins, c'est d'une part la formation. Donc là, je pense qu'il y a un énorme effort à faire pour former l'ensemble des collaborateurs des entreprises à cette révolution. Il y a un deuxième sujet qui, à mon avis, est important à prendre en compte, c'est la dimension empirique du prompt engineering. On rentre dans une nouvelle relation d'interface homme-machine, mais parler avec un algorithme, eh bien, c'est pas du tout naturel, c'est pas si simple que ça. On change un mot dans un prompt et on change la réponse. Et oui, cette dimension empirique du prompt engineering pose de vraies questions. Le choix des solutions est un vrai frein. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit aller sur un LLM, on prend du ChatGPT, on prend du Gemini, on prend du Claude, on prend du Mistral? Ce sont des vraies questions. La problématique de conformité RGPD et de sécurité. Hem Et puis, les grands flous juridiques qui existent, à tout niveau. Lorsqu'on génère, une image, a-t-on, les droits d'usage? Oui, mais a-t-on les droits d'auteur? Non. Avec beaucoup de flux juridiques, notamment qui sont liés à un certain nombre de procès en cours. Il y a beaucoup de freins aujourd'hui qui freinent la montée en puissance des IA génératives dans les entreprises. Alors bien évidemment, face à ces freins, vous voyez, il y a des drivers, il y a des forces du changement qui sont évidentes. Je pense que toutes les entreprises, et je pense que ça va être le cas pour la plupart d'entre vous, enfin, je dirais l'intégralité d'entre vous, bah, il y a des recherches de gains en productivité qui sont importants à avoir. Et il y a une deuxième force évidente qui est ce qu'on appelle le shadow IA. Donc le shadow IA, c'est l'adoption par le grand public, par les collaborateurs à titre personnel ou professionnel, l'adoption de ces outils par la base, qui crée dans les entreprises oui, une forme de pression par la base. Que doit faire une entreprise lorsque ses collaborateurs commencent à utiliser les outils? Je trouve intéressant d'ailleurs à ce niveau-là de vous citer en fait les chiffres d'une étude Ipsos Thalman qui met en avant, les de mai 2024, qui met en avant que 70% des 18-24 ans utilisent les IA génératives contre 22% des plus de 35. C'est très intéressant de voir en fait finalement ces données illustrant en fait aussi la rupture générationnelle qu'il peut y avoir dans l'adoption des outils. Et bien évidemment, je pense qu'on est tous sous la pression du FOMO, le Fear of Missing Out. C'est face à l'ampleur de ce phénomène, bien évidemment, la question qu'on se pose, c'est peut-on passer à côté? Je me suis amusé à demander aux différents intervenants du certificat marketing digital ce qu'ils pensaient en fait de cette révolution. Cyril Denain, qui par exemple intervient sur les stratégies de contenu sur notre certificat marketing digital, qui est directeur associé chez Brainsonic, nous dit écrire comme ChatGPT est un drame, ne pas l'utiliser pour accélérer ses process éditoriaux aussi.
Euh, J'ai donné la parole à Nicolas Couche, qui intervient en tant qu'intervenant sur le SEM, hein, qui est aujourd'hui chez Saint-Gobain, qui dirige les avancées sur plus d'une vingtaine de sites, qui nous dit de la phase de projet à l'UX Research, en passant par le design, les A/B tests et le développement, l'IA optimise chaque étape. Si elle ne se substitue pas à notre prise de décision, elle nous offre un gain de temps précieux, permettant ainsi des décisions plus rapides et plus éclairées. Et j'ai pris un dernier témoignage, c'est celui de Nicolas Canal, qui est un intervenant sur les stratégies médias, qui est directeur digital international chez Publicis, qui nous dit l'IA est un game changer dans les plateformes publicitaires, notamment des GAFAM. Elle rabat les cartes des bonnes pratiques médias et permet aux plus innovants qui pivotent et testent maintenant de prendre de l'avance dans un marché de plus en plus concurrentiel. Ouais, j'arrive. Voilà. Alors, bien évidemment, il y a la dimension de l'offre, la dimension de la demande, et il y a, je dirais, le troisième pilier à prendre en compte, c'est la dimension de la réglementation de ce phénomène. Là encore, on est dans un contexte très flou à de multiples niveaux. Je vous conseille, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, de télécharger un document de 32 pages, qui est document qui a été remis au Premier ministre il y a 15 jours de cela, qui s'appelle l'IA, notre ambition pour la France, et qui a été rédigé à la demande du gouvernement par une commission d'une trentaine d'experts. Ils mettent en avant dans ce document donc pour répondre, cette étude, elle est très facile à trouver sur Google, hein, vous tapez IA, notre ambition pour la France, vous la trouverez sans aucun problème pour la télécharger. Elle met en avant sur une des dernières pages les risques liés aux IA. Là, bien évidemment, le tableau pose énormément de questions, hein. On parle des risques liés aux imperfections, hein, discrimination et reproduction des stéréotypes liés aux bases de données, problématique de mésinformation, la problématique de violation de la vie privée, divulgation d'informations confidentielles, les problématiques d'accidents, de production de contenus illicites ou préjudiciables, de violation du droit de propriété intellectuelle. Bref, la liste est assez impressionnante. Elle fait peur, elle fait peut-être moins peur que les risques liés aux utilisations malveillantes. Je pense que voilà, tout le monde aujourd'hui a entendu parler des deepfakes, mais c'est tout ce qui est cybercriminalité, cyberterrorisme, biosécurité, désinformation, surveillance de masse. Et le dernier pilier, c'est tout ce qu'on appelle les risques systémiques, donc risques liés en fait finalement au déploiement des IA génératives, hein, liés au système, la concentration du pouvoir, la disruption du marché du travail, l'affaiblissement de la diversité culturelle et linguistique, la diversité culturelle et normative, la consommation d'électricité, les accidents systémiques et le comportement émergent critique. Le comportement émergent critique, c'est par exemple le fait que vos enfants ne fassent plus l'effort d'aller réfléchir pour faire le devoir, mais se précipitent sur ChatGPT pour obtenir des réponses et développant des comportements émergents critiques. Moi, je pense que c'est intéressant de faire l'analyse de ce phénomène sur le point de vue de l'axe Pestel, puisqu'il permet, en fait, je pense, d'avoir peut-être une bonne lecture en fait, de ce phénomène. Je ne vais pas le faire de façon extensive, mais c'est une grille de lecture que je vous propose. Parce que ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que la montée en puissance des IA génératives pose des questions d'ordre politique, par exemple, il y a la souveraineté européenne et nationale, des questions économiques, impact sur la croissance, impact sur l'emploi, des questions socioculturelles, impact sur la société au sens large, des questions écologiques, gros débat sur l'impact énergétique gigantesque de l'IA, des questions technologiques, est-on ou pas face à un plafond technologique? Va-t-on rapidement vers ce qu'on appelle des IA génératives généralistes? Va-t-on vers ce point de singularité où l'humanité va donner naissance à une intelligence supérieure à la sienne? Vous voyez, toutes ces questions se posent. Et bien évidemment, toutes les questions d'ordre légal. Sur les questions d'ordre légal,
vous voyez bien qu'on est dans une phase qui est une phase relativement complexe, puisque moi j'aime beaucoup cette photo qui représente Sam Altman, le président d'OpenAI, face à Emmanuel Macron. Il y a une vraie question aujourd'hui de quel est le juste équilibre entre l'innovation technologique et la régulation. C'est un vrai débat. Il donne lieu à beaucoup de discussions animées sur les médias sociaux. Aujourd'hui, l'Europe avance notamment avec l'IA Act, mais c'est une situation, je dirais, un peu complexe et frustrante du côté des entreprises, parce que bien évidemment, l'évolution en fait, du champ réglementaire est beaucoup moins rapide que celui en fait, du champ de l'offre, créant un décalage en fait, qui est complexe à gérer. Alors en conclusion, pour ce tour d'horizon rapide, moi j'ai envie de mettre en avant 2 points relativement concrets. Ce qu'on essaie en fait finalement au sein des entreprises dans lesquelles voilà, j'ai la chance d'être intimé dans l'accompagnement sur la mise en œuvre des IA. Vous voyez, c'est d'avoir une phase 1 qui est une phase de découverte des outils. C'est une phase en général voilà, qui est faite sur l'ensemble des collaborateurs. On essaie, vous voyez, d'aller rapidement vers le dépassement de l'effet waouh ou de l'effet c'est nul pour aller vers une deuxième phase qui est une phase de prise de distance vis-à-vis des outils où on va essayer d'appréhender les intérêts et les limites des différents outils à disposition aujourd'hui afin de pouvoir mettre ces outils sur des cas d'usage pertinents. Et je pense qu'aujourd'hui, l'effort, il doit être centré sur comment identifie-t-on des cas d'usage qui sont des cas d'usage, vous voyez, priorisés, qui ont des effets de levier intéressants sur les modèles économiques. Et sur ces cas d'usage, il faut mettre en place des process de travail tout en restant dans des logiques de test and learn, puisque nous sommes dans un environnement qui est un environnement particulièrement instable. Le deuxième message, en fait, finalement, que j'aimerais pousser, c'est doit-on ou pas aujourd'hui se mettre dans une posture de temporisation par rapport à cette révolution? Je ne le pense absolument pas. Je pense qu'il est important que les entreprises se mettent en ordre de bataille pour accompagner en fait cette révolution, donc d'où mon titre Time for Change. On est dans un contexte qui est un contexte très instable, mais il y a une vraie nécessité d'accompagner cette bascule historique à laquelle on assiste. Donc certains parlent de bascule équivalente à celle de l'arrivée de l'électricité, d'autres à l'arrivée de l'internet. Je ne sais pas effectivement quel est le bon gradient à mettre, mais on est dans une bascule historique et je pense qu'il faut se poser une double question. C'est comment on optimise en fait finalement les modèles existants, et là il y a une vraie révolution de la productivité en fait qui s'annonce avec cette nouvelle génération en fait d'outils, mais en même temps repenser en fait nos nouveaux modèles, puisqu'on est sur une révolution qui a une amplitude disruptive qui est tout à fait exceptionnelle. Et dans tous les secteurs, je pense qu'on doit se poser la question de savoir voilà, comment est-ce qu'on peut continuer, vous voyez, sur une logique de business as usual? Certainement pas. Tous les secteurs sont affectés de façon extraordinairement forte. Je passe le témoignage que j'ai eu dernièrement d'une société de traduction qui a perdu 50% de son chiffre d'affaires en un an. Je pourrais mentionner un ami à qui je montrais, qui est spécialiste en restauration de fresques, à qui je montrais comment, avec les IA génératives, on pouvait imaginer des parties d'une fresque byzantine qui est très abîmée, hein. Donc, il était totalement surpris par la puissance des outils.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas un métier qui n'est pas impacté de façon forte par la révolution à laquelle, on est en train d'assister. Voilà ce que je voulais en fait, vous dire. Je suis encore désolé des problèmes techniques qu'on a, rencontrés. Merci, à tous. Sachez que ce webinaire a été fait dans le cadre du, certificat marketing digital, qui est organisé par le SCCP, CCM Benchmark Group. Si vous voulez avoir plus d'informations, prenez contact au lien qui est, présent, Que je vais dans ce slide. effectivement, diffuser tout de suite. Voilà, comme ça vous pourrez accéder au programme. Merci beaucoup Hervé pour, de nous avoir partagé toute ta veille et toute ton analyse sur le phénomène. C'était très enrichissant. On va passer dès à présent à la partie, questions-réponses. Allez, c'est parti. Alors, j'en avais repéré une, Alors, pour la question de Cécile, je les vois passer au fur et à mesure, hein. Sur la question de Cécile, y a-t-il des formations centrées sur l'IA, notamment sur le prompt? Alors sachez Cécile qu'il y a aujourd'hui, il y a énormément de, formations en ligne de très bonne qualité qui sont mises à disposition par, des acteurs du secteur comme Google, qui sont mis à disposition par des acteurs, français. Il y a des sur Coursera, sur BPI France, il y a beaucoup de formations en ligne. Est-ce qu'il y a des formations centrées sur l'IA? Vous parlez notamment sur le prompt. Sachez qu'aujourd'hui, la problématique qu'on a pour parler de l'IA, c'est que c'est un domaine qui est très, très large. Moi, j'ai parlé aujourd'hui uniquement des IA génératives. Même dans le domaine de l'IA générative, il y a des sous-domaines. Et vous parlez notamment de la question, des prompts. Le prompt engineering est un sujet, à part entière. Aujourd'hui, on peut y passer, je peux vous assurer, facilement une journée, qui est très dense. Mais vous trouverez un certain nombre de guides, en ligne. Vous pouvez, si vous le souhaitez d'ailleurs, me laisser, vos coordonnées. Je vous enverrai en fait quelques éléments, d'orientation sur, différents guides publiés sur le prompt engineering. super. Alors on passe à la question de Bernard. Quel est le business model si ChatGPT 4o est gratuit pour OpenAI? Alors, eh bien, c'est une excellente question. Je pense qu'aujourd'hui, on est en cash burning. C'est, une course effrayée entre titans. Je pense qu'il est important de se rappeler, en 2010, il y a un acteur qui s'appelle Microsoft, qui régnait sur les operating systems avec Windows, qui a perdu la bataille de l'operating system mobile avec Windows Mobile, face à un acteur qui s'appelait Google, qui a lancé Android. Je pense que c'est aujourd'hui la problématique, pour ces acteurs, c'est une problématique qui est de type the winner takes all. C'est le gagnant va contrôler, le marché de demain. Donc, je pense que la réflexion sur, les business models, elle est un peu absente, ou je dirais, ou partiellement absente. Aujourd'hui, c'est un combat de titans. Ils savent qu'ils sont en train de jouer, en fait, finalement, les 10-20 ans qui viennent. Après, on peut se dire qu'aujourd'hui, ChatGPT 4o, ou que OpenAI, en fait, avait un business model qui reposait sur les abonnements et puis son modèle, en fait, finalement, de propriétaire. Aujourd'hui, avec 4o, vous voyez bien qu'il passe à une autre dimension, puisqu'en fait, finalement, c'est un outil d'une puissance tout à fait exceptionnelle qui est mis à disposition du plus grand public. Et ce qu'on voit bien, c'est que la bataille, c'est une bataille qui est en train de se déplacer sur le champ du plus grand nombre. Champ sur lequel Google, aujourd'hui, est bien évidemment nettement en avance par rapport à OpenAI. Et on verra si la stratégie de Google, qui est d'intégrer en fait l'IA dans l'ensemble de ses services, qui bien évidemment lui donne beaucoup de puissance. Plusieurs milliards de personnes qui utilisent les outils Google, permettra de compenser. Et, donc on voit bien aujourd'hui, on est face à une guerre de part de marché, pas de rentabilité. Alors, je passe à la question de Kim. Bonjour, on voit des modèles d'IA gratuits comme
GPT-4o, mais d'où viennent les fonds qui financent la production de tous ces outils d'IA générative? Eh bien, c'est une bonne question. C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes sur le niveau des VC, des venture capitalistes, si vous n'avez pas le mot IA, vous n'avez pas d'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les investisseurs financent de façon colossale tout l'écosystème de start-up IA. Allez sur Vivatech et vous le verrez. Et quand je vous montre, par exemple, dans le monde de la mode, je vous ai montré 3 acteurs qui sont des acteurs spécifiques, puissants sur la mode, qui sont en train de révolutionner en fait la chaîne de valeur de la mode. Ils sont financés par, je dirais, tout l'écosystème des investisseurs. Autre question de Christophe. Je travaille dans l'édition avec ChatGPT 4o. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à mon entreprise afin d'augmenter la productivité et la qualité des textes? Voilà. Alors, Christophe, j'allais dire, elle est très large, reparlons-en, parce que, en fait, tous les secteurs sont modifiés, en fait, finalement, je dirais, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, quand on est sur le monde de l'édition, on a une problématique, c'est faire des études de marché pour savoir quels sont les nouveaux sujets qui pourraient rencontrer des publics. Aujourd'hui, on a des outils, je ne l'ai pas présenté, par exemple, il y a un outil qui s'appelle Perplexity.ai, qui est génial en termes de, en amont, en recherche d'études de marché. Une fois qu'on a fait une étude de marché, on a la possibilité d'utiliser toutes ces chaînes d'outils pour trouver des bons titres de livres, d'éditions à faire. Après, on peut utiliser ces outils sur toutes les phases amont de réflexion sur l'organisation d'un document, comment on va le structurer, comment on peut générer les encadrés. Et puis, on peut aller jusqu'à des éléments en fait, d'aide à la rédaction des contenus. Et ça ira beaucoup plus loin, puisqu'une fois qu'on aura fini le produit, on va pouvoir utiliser tous ces outils dans les phases de commercialisation. Donc, ma réponse, elle reste vague, mais ce que je veux dire, c'est que l'IA générative, elle impacte votre métier à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Oui, sur les phases très amont de réflexion marché, sur les phases de production, mais aussi sur les phases de commercialisation. Question de Dominique. Pourrais-tu, Hervé, préciser ce qu'il en est en matière de droit d'auteur? Je crois que c'était pendant la partie réglementaire de ta présentation. Alors, aujourd'hui, on est dans un contexte complexe parce que lorsqu'on prend sur OpenAI, on prend les conditions générales d'utilisation. Lorsqu'on produit, par exemple, une image avec DALL-E 3, sur cette image, on a les droits d'utilisation. Donc, je peux utiliser l'image à titre commercial pour faire, par exemple, la une d'un hors-série, par exemple. Mais je n'ai pas de droit d'auteur opposable à proprement parler. C'est-à-dire quelqu'un qui fait par un prompt similaire qui génère une image très proche, je ne peux pas lui proposer à proprement parler de droit d'auteur. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point complexe, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ayants droit qui ont intenté des procès contre les éditeurs IA, donc qui s'appellent Midjourney, Stable Diffusion, OpenAI et autres, contestant, demandant en fait finalement à ce que la justice statue sur le fait que leurs droits d'auteur ont été spoliés. Donc on attend quelle va être la prise de décision en fait finalement des différentes juridictions nationales sur le sujet. C'est relativement flou. Je pourrais parler également, en parallèle du droit d'auteur, de la problématique du plagiat. Il est très facile. Vous voyez, j'étais dernièrement sur Rouen, il y a une très belle exposition de David Hockney, et je voyais passer sur Internet quelqu'un qui avait fait de très très belles images créées sur des IA génératives sur le thème qui était traité par David Hockney à Rouen, qui était sur le normandisme, l'impressionnisme. Il était très, très fan de la Normandie. Mais là, on était
plagiat total et c'est tellement facile à faire. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont côte à côte. Alors, on va essayer d'accélérer pour répondre. Je crois qu'il nous reste environ 5 questions. Celle de Karim: existe-t-il un ou des sites proposant un suivi des cas d'usage concrets? Eh bien, pas vraiment, Karim. Si vous en trouvez un, je suis preneur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, ce que j'essaie de rechercher, c'est des cas d'usage très, très concrets. Donc, je me fais ma petite bibliothèque moi-même. Il y en a de plus en plus qui sont communiqués, mais pas de façon centralisée. J'en suis désolé. Alors, j'ai 2 questions autour de la problématique, du métier de formateur. La première, Nicolas: pensez-vous que l'IA va transformer le métier de formateur? Alors, totalement. Et je fais une réponse très honnête, Nicolas, en disant que aujourd'hui, j'ai fait une réponse personnelle. Aujourd'hui, moi, je suis en train de voir comment je peux utiliser l'IA pour améliorer mon métier traditionnel, mais je suis marqué, comme beaucoup, hein, je suis marqué par un métier que je fais depuis des années avec des habitudes, des process. Aujourd'hui, on fait un webinaire sur lequel j'ai pas posé la question à ChatGPT, j'ai pas donné la parole à ChatGPT en disant fais la synthèse du sujet. Je pense qu'il faut oser aujourd'hui complètement revoir nos métiers. Je pense que le monde de l'éducation, il est à un tournant majeur. J'ai eu la chance dernièrement d'intervenir en formation pour des profs dans une grande école. Il y a une chose qui était absolument bluffante, c'est que tous les profs me disaient, nos élèves, je vous l'ai montré tout à l'heure par les sondages Ipsos, hein, tous nos élèves utilisent et maîtrisent très très bien les IA. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, les profs n'ont plus une copie qui n'a pas été faite à base d'IA. Donc, les profs, par exemple, s'interrogent complètement sur la pérennité des devoirs à la maison, en se disant, les devoirs à la maison, c'est terminé. En se disant, si on veut évaluer nos élèves, il faut les évaluer en déconnecté. Je trouvais ça amusant. Et peut-être, petite anecdote au passage, il y a un prof qui m'a raconté qu'un élève a contesté sa note en disant vous m'avez mis une mauvaise note sur ce devoir alors que ChatGPT m'a mis 15. Donc oui, je pense que nos métiers de formateurs, ils sont à revoir totalement. Mais je trouve que c'est un moment passionnant pour nous de remettre à plat complètement la façon dont on va exercer le métier de formateur et d'enseignant. Et du coup, dans la continuité, quelles IA peuvent accompagner le métier de formateur? Peut-être quels sont ceux que tu utilises le plus? Alors, moi, je pourrais vous parler de ma boîte à outils. Moi, ma boîte à outils, c'est notamment les IA génératives que j'ai en version payante. Donc, moi, en version payante, je dirais, les IA génératives que moi, j'utilise aujourd'hui systématiquement, c'est les LLM, bien évidemment, ChatGPT 4o maintenant, Gemini, Perplexity, Claude et Mistral, vous voyez, je les utilise un peu toutes. C'est des IA génératives sur tout ce qui est synthèse. Notamment, j'utilise une IA qui est utilisée par la rédaction du New York Times qui s'appelle TLDR-VIS pour les documents, les gros documents. J'utilise Edgen en payant. J'utilise beaucoup Perplexity, je crois que je l'ai nommé. J'utilise en fait des outils de synthèse de réunion comme TLDV. Mais pour répondre, en fait, je teste beaucoup de choses. Hein. J'ai regardé, bien qu'aujourd'hui, je ne les utilise pas directement, mais par exemple, il y a des solutions très, très intéressantes dans tout ce qui est création de support, que ce soit les IA intégrées dans Canva ou aller voir des outils de création, par exemple PowerPoint, comme gamma.app, qui sont très intéressants. Mais j'ai vu passer, là encore, je peux vous le transmettre, j'ai vu passer ce matin sur LinkedIn un post sur quelqu'un qui mettait en avant les 15 outils du formateur, les 15 outils IA du formateur. Bon, je regarderai. Sachez que tout le monde est en train de se dire, de regarder en fait finalement pour essayer de constituer sa propre boîte à outils. Je ne sais pas s'il y a une boîte à outils universelle d'ailleurs.
Question de Yamina. Si je comprends bien, pour être compétitif, il faut intégrer l'IA générative dans sa chaîne de valeur. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est un point de passage incontournable. Vous ne devez pas rester. Oui, il ne faut pas regarder le train passer. Aujourd'hui, il y a un train avec une accélération qui est phénoménale. Enfin, on est vraiment, je pense, on est à un tournant historique de l'impact des technologies sur la société. Il faut effectivement se pencher sur l'impact des IA génératives sur votre chaîne de valeur. Je dis bien l'intégralité de la chaîne de valeur. Ça veut dire qu'il y a différentes problématiques, vous voyez, d'amélioration sur votre chaîne de valeur. Il faut identifier, vous voyez, les pain points, les tâches répétitives, lourdes, sur lesquelles les IA génératives pourraient apporter des plus. Il faut identifier les outils, identifier donc les cas d'usage, les outils, les process. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut respecter, vous voyez, des phases pour traiter le sujet. Si c'est un sujet que vous connaissez aujourd'hui peu, moi je pense que dans un premier temps, faut aller suivre des formations relativement ouvertes qui vont vous présenter en fait finalement le maximum d'outils pour vous permettre de comprendre comment vous pouvez intégrer l'IA générative dans votre chaîne de valeur. Mais je peux vous assurer que je ne vois aucun métier aujourd'hui qui ne soit pas très fortement impacté par ces IA génératives. Une question de Marthe. Comment la France se situe dans cette guerre des innovations technologiques? Quelles entreprises se distinguent? Eh bien, il y a, je pense que la France a une problématique en fait toujours assez, je dirais, classique, c'est que on est un pays où on a des compétences très remarquables sur le sujet de l'IA. On a formé des gens, enfin, il y a des gens comme Yann Lequin, par exemple, qui est médaille Fields de mathématiques, qui est un des grands-pères en fait, des réseaux convolutifs, donc tout ce qui est réseau image, technologie image sur l'IA, qui aujourd'hui est responsable de l'IA chez Meta. On voit apparaître en France des sociétés comme Mistral, qui oui, ont créé vraiment la surprise il y a quelques mois de cela, qui sont des sociétés nées il y a à peine un an. Donc il y a beaucoup de talent en France. Du coup, on voit que on intéresse en fait finalement les grandes sociétés qui viennent en fait finalement en France, vous voyez, héberger leur centre IA, que ce soit voilà, Google en est un bon exemple. Le problème qu'on a, c'est de garder en fait la maîtrise au niveau financier, au niveau des investissements. Mistral, lorsque Mistral a sorti en fait son LLM, tout le monde a crié cocorico. Le problème, c'est que Mistral est repassé très vite sous contrôle en fait de Microsoft en signant un accord exclusif avec eux. Donc ça, c'est un vrai problème. Maintenant, je pense qu'on est un pays très dynamique. Allez sur Vivatech, regardez ce que fait la French Tech, regardez toutes les sociétés incroyables qu'on a au niveau de Station F et autres. On n'a pas du tout à rougir, mais on se retrouve face à la problématique classique, en fait, finalement, de la puissance des investissements américains et puis peut-être du savoir-faire des Américains en déploiement des technologies au niveau international. Et alors, une dernière question de la part de Rodolphe, qui nous dit que chaque IA se spécialise, ChatGPT niveau rédaction top, Gemini plus performant sur les questions de société. Que pensez-vous de PI? Alias, est-ce que... Alors, pays, je donne ma langue au chat, mais je vais répondre en fait finalement à la question de Rodolphe. C'est aujourd'hui, chaque LLM a ses spécificités. ChatGPT est connu pour être hyper verbeux, emphatique. Il reflète quand même pas mal la culture américaine, donc il y a beaucoup de superlatifs qui sont utilisés. Gemini est beaucoup plus factuel, bullet point. Mais aujourd'hui,
Claude, par exemple, est quand même salué par Claude 3 notamment, hein, qui a été sorti par Anthropic, hein, donc qui est soutenu par Google et Amazon, qui est hyper efficace. Et puis PIAI, que moi je n'utilise pas, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre en fait finalement sur PIAI. J'ai lu Merci rapidement. Jean-Michel, hein, pour la précision. J'ai lu rapidement. Oui, il y a une grande question, par exemple, aujourd'hui sur tout ce qu'on appelle l'IA émotionnelle, avec une grande question. Une grande question, c'est ce que je voulais dire, surtout, c'est ce qui me paraît important à dire, c'est que aujourd'hui, il y a un grand débat, vous voyez, entre experts des sujets, c'est quel est le LLM le meilleur. Moi, au final, je mixe un peu les uns et les autres. Mistral, par exemple, est utilisé par certains qui vont créer du contenu sur ChatGPT, mais le remettre sur Mistral pour avoir une formulation qui soit moins américaine, plus française. Donc tout ça est hyper délicat, lié, j'allais dire, à subjectivité, avec une question qui est une question qu'on voit de plus en plus apparaître, c'est tout ce qui est prompt émotionnel, IA émotionnel. Est-ce qu'il ne faut pas, oui ou non, mettre de l'émotion dans ces prompts? Moi, mon point de vue là-dessus, c'est qu'on est face à des algorithmes qui sont des algorithmes probabilistes, qui, par rapport en fait finalement à un prompt qui va injecter en fait un contexte, vont faire des calculs probabilistes. Donc, si vous mettez de l'émotion dans vos prompts, vous avez des résultats qui sont des résultats dans lesquels vous avez de l'émotion. Les LLM ne sont que les miroirs de ce qui est injecté en amont. Donc, voilà ma position en fait finalement sur le sujet. Donc, je vais être très honnête, moi je ne suis pas un hyper fan des prompts émotionnels. Après, là encore, vous savez que lorsqu'on règle les IA, il y a ce sujet en fait finalement de la température de l'algorithme. Et ChatGPT est réglé à 0,7, hein, donc plus la température est réglée entre 0 et 2. Si on est sur 0, globalement, on a des IA qu'on appelle déterministes, qui ne prennent jamais aucun risque statistique. Lorsqu'on les met à 2, elles prennent beaucoup de risques. Donc ce qu'on voit, c'est que les IA sont réglées de façon différente. Et plus elles sont réglées vers 2, plus elles sont créatives. Donc, par exemple, vous avez des IA, je pense, beaucoup plus créatives que ChatGPT, par exemple Jasper. pays, je vous l'ai dit, je vais être très honnête, je ne connais pas spécialement, mais il y a des IA qui sont beaucoup plus créatives que ne l'est, par exemple, un ChatGPT. Donc là, je pense que c'est un peu à chacun de voir quelle est l'IA qui correspond mieux au style qu'il y a, avec une difficulté, c'est qu'elles évoluent à toute allure. Alors, est-ce que tu as un outil préféré pour la synthèse de gros documents? Pour la synthèse de gros documents, alors sans aucune hésitation, moi j'utilise un outil qui s'appelle tldrvis.com. Je peux le taper rapidement dans le chat, tldrvis.com. Ou .ai, excusez-moi, j'ai un petit doute. Je vais vous mettre .com, vérifiez, c'est pas .ai. Donc, TLDR, c'est un acronyme, ça veut dire Too Long Do Not Read This. C'est en payant, ça permet de travailler, c'est utilisé par la rédaction du New York Times. Moi, j'ai fini par le prendre en payant, je trouve que c'est un très très bon outil. Il permet de travailler sur des documents très lourds. Dernièrement, j'ai travaillé sur la loi de finances 2024, il y avait 600 pages, mais vous voyez, j'arrivais globalement à travailler sur des volumes, des très gros volumes. C'est un très bon outil. Bon, bien que ChatGPT soit un excellent outil également. Bon, on a une dernière question, on a un peu explosé le timing, mais comme tout le monde est encore en ligne, je pense que tout le monde est très intéressé par tes réponses, donc j'y vais. Dernière question. Avons-nous des données avérées sur l'impact de l'IA en matière de destruction et création d'emplois? Alors, il y a beaucoup de données qui ont été communiquées. Accenture avait
avait communiqué en fait un chiffre très impressionnant de 300 millions d'emplois impactés en fait sur le monde occidental, en soulignant que bon, voilà, je pense que ce qui est important, c'est de souligner que on est sur des outils qui vont impacter globalement les cols blancs de façon très, 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 très importante. Maintenant, il y a toujours, en fait, finalement, ce débat, vous voyez, entre destruction créative et création destructrice. C'est est-ce que c'est on est dans un tournant. Quels sont les métiers qui vont naître liés aux IA génératives? Donc là, je pense qu'il y a les pessimistes qui affrontent les optimistes. Donc les optimistes voilà, nous disent oui, l'apparition de l'automobile a fait disparaître tous les métiers qui étaient autour de déplacement avec les chevaux. Voilà, c'est une nouvelle ère qui s'annonce. Moi, ce que je peux simplement vous dire, c'est que les IA génératives sont en train d'impacter de façon très court terme beaucoup de métiers. Donc, je parlais tout à l'heure de la traduction et je vois très concrètement au travers d'exemples autour de moi de gens qui sont dans les métiers de la traduction et qui sont très directement impactés, même s'ils considèrent qu'aujourd'hui, même dans leur travail, ils utilisent ces IA génératives tout en étant très, très directement impactés parce que leurs clients les utilisent aussi et font appel à eux. Bon. Eh bien, on va arrêter la session de questions-réponses. Alors, j'ai vu dans le chat que beaucoup d'entre vous demandaient de recevoir le guide sur les prompts dont tu as parlé, Hervé. Donc, on va, je pense, l'ajouter dans le mail qu'on vous enverra avec le replay. On va essayer de concaténer tout ça. Ça sera plutôt différents documents que je vous transmettrai, qui ne sont pas forcément des documents de moi, mais qui vous permettront d'avoir un aperçu effectivement de ce sujet du prompt engineering. Voilà, donc on essaiera de vous faire un envoi global, comme ça tout le monde l'aura. Encore merci à toi, Hervé, pour tes éclairages et merci à tous d'avoir été très nombreux présents sur ce webinaire. On espère vous voir très prochainement. Très bien, merci à tous. Bonne journée.